Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans Valeurs Refuge, le rendez-vous qui vous aide à mieux comprendre l'économie. Je suis Mathieu Devos-Sabaros et surtout ravi de vous accompagner dans cette nouvelle expérience auditive. Au sommaire de ce premier numéro, sonnant et trébuchant, l'or traverse les époques sans jamais perdre de sa superbe. Mais aujourd'hui, comment va l'or ? Pour répondre à cette question, je suis accompagné de Benjamin Rosor. Il est rédacteur en chef du blog L'Or et l'Argent et auteur pour le blog de Veracash. Valeurs Refuge, épisode 1, c'est parti. Bonjour Benjamin. Bonjour Mathieu. Je suis ravi de faire ce podcast avec toi, ce premier numéro de Valeurs Refuge. Mais très heureux aussi. Donc je suis ravi parce que tu es un ancien de la radio, tu es entrepreneur également dans la région bordelaise dans le numérique et tu écris depuis maintenant un peu plus d'une dizaine d'années je crois autour de l'or et tu as constitué une expertise sur l'or et les métaux précieux de manière générale. Aujourd'hui, le sujet qui nous intéresse c'est comment va l'or ? Donc première question, Benjamin, comment va l'or ? Alors l'or est plutôt dans une tendance baissière, c'est-à-dire qu'on se retrouve avec un or qui est à un cours qui est proche de celui d'il y a un an. En revanche, il est toujours en augmentation de 5-7% par rapport à janvier. Donc, ce qui veut dire que finalement l'or a beaucoup grimpé, alors notamment en raison de la guerre en Ukraine. C'est-à-dire que l'or valeur refuge a fait son boulot. Et aujourd'hui, il y a une correction qui nous ramène à un niveau de cours d'il y a un an. Et donc, ça a effacé quasiment l'effet valeur refuge, l'effet guerre. Et c'est assez normal. C'est-à-dire que pour les gens qui connaissent l'or et qui s'intéressent à l'or depuis longtemps, l'or n'est pas un actif qui va grimper tout le temps. C'est un actif qui va être à voir sur le long terme, sur le temps long. Et donc, oui, depuis une vingtaine, une trentaine d'années, l'or grimpe, monte petit à petit, mais c'est bien petit à petit. Donc là, qu'il y a une correction par rapport à des records, il y a eu des records en mars 2022, après le déclenchement de la guerre en Ukraine, que l'or corrige, c'est tout à fait normal, il ne faut pas paniquer. On va rester dans les chiffres, ça n'aura échappé à personne qu'on est en train de vivre une période de forte inflation, 5,9% en France sur août, on est à plus de 9 dans la zone euro, 8,5% aux États-Unis, et l'or, tu viens de nous le dire, baisse. Qu'est-ce qui se passe ? Pourtant, l'or, je croyais que c'était un produit qui régissait plutôt bien à l'inflation. Alors oui, ça c'est, moi j'appelle ça la menace fantôme est enfin là, puisque même moi, qui suis plus âgé que toi, on m'a toujours parlé de l'inflation comme quelque chose de très dangereux. Alors il se trouve que moi j'ai connu l'inflation, mais j'étais enfant. La période inflationniste s'est arrêtée quand j'ai commencé à rentrer dans la vie active. Et donc la menace de l'inflation, c'est vraiment la menace pour les économistes depuis très longtemps. Elle est là. On a une période inflationniste et normalement, l'or, quand il y a de l'inflation, doit mécaniquement augmenter. Pourquoi ? Parce que l'or est un actif tangible. Donc c'est comme n'importe quel produit, en fait, le prix doit monter. L'inflation, c'est une hausse des prix. Et là, donc, normalement, l'or devrait grimper. Nous avons 6-8% d'inflation, 6% en France parce qu'il y a des boucliers qui font que, notamment, le prix de l'énergie n'est pas à son vrai prix, ce qui n'est pas le cas en Europe et ce qui n'est pas le cas aux États-Unis. Et donc, normalement, l'or devrait grimper et il ne grimpe pas. Donc, c'est comme ça un peu mystérieux. En fait, il y a des explications, mais normalement, l'or en période d'inflation doit grimper. Donc ça, on va l'expliquer avec un autre phénomène économique. Il faut aller plutôt du côté des banques centrales. Jérôme Powell, depuis plusieurs mois, est en train d'agiter le drapeau rouge en disant « la fête est finie, j'augmente les taux ». Christine Lagarde, côté Banque centrale européenne, a été peut-être un peu plus timide avant d'augmenter les taux. Et donc ça fait mécaniquement baisser le cours de l'or. C'est la raison conjoncturelle de la baisse du cours de l'or. Voilà, alors en fait, ce qui se passe, c'est que l'inflation devrait faire monter le prix de l'or, doit faire monter le prix de l'or, et l'arme anti-inflation fait baisser le prix de l'or. Ça, c'est typique d'un produit comme l'or. C'est-à-dire que l'or a plein de tensions internes avec des choses qui le font monter, baisser, bouger. Et là, en ce moment, on a deux phénomènes. L'inflation qui devrait le faire monter et les taux d'intérêt qui sont augmentés, qui là, eux, le font baisser. Alors pourquoi les taux d'intérêt augmentés font baisser le prix de l'or ? Tout simplement, alors pour deux raisons. La première raison, c'est que quand un banquier central comme Jérôme Powell aux États-Unis augmente les taux d'intérêt, le dollar augmente. Le dollar se renforce. Donc
Si on regarde le cours de l'or dans la monnaie exprimée en dollars, quand c'est en dollars, évidemment, le cours de l'or baisse puisque le dollar devient plus fort. Il me faut moins de dollars pour acheter plus d'or. Pour l'euro, ça a été un peu plus lent parce que d'abord, Christine Lagarde a mis du temps à reconnaître qu'il y avait de l'inflation en Europe. Et surtout, en fait, les investisseurs ont moins percuté quand elle s'est mise à augmenter les taux. Donc aujourd'hui, on est en parité euro-dollar, à quelques pouillèmes près, comme on disait dans les années 80. Et donc, en fait, le cours en euros a moins souffert que le cours en dollars. On peut aussi l'observer. Et ça, c'est intéressant. Donc ça, c'est le premier sujet, c'est que la monnaie se renforce quand les taux d'intérêt. Et puis les taux d'intérêt augmentent. Et puis le deuxième sujet, c'est que quand les taux d'intérêt augmentent, il y a des nouveaux produits financiers de long terme qui retrouvent des couleurs. C'est les obligations d'État, les emprunts d'État. Quand les taux étaient négatifs, personne n'allait investir là-dedans, puisqu'en fait, on perdait de l'argent quand on mettait des sous dans les emprunts d'État. Aujourd'hui, on est à 1, 2, 2,5% sur ces emprunts-là. Alors, ça devient de nouveau un peu intéressant, pas tellement, mais un peu intéressant, d'investir dans ces emprunts de long terme. Il faut savoir, et on vous le rappelle, que l'or ne produit pas de rentabilité. L'or n'a pas d'intérêt, l'or ne produit pas de dividendes. Donc, si le cours de l'or n'augmente pas, puisque c'est le seul moyen de gagner de l'argent avec de l'or, c'est de faire des plus-values, donc d'avoir gagné entre le moment où on l'a acheté et le moment où on le revend. Tout le reste, en fait, n'influence pas l'or. Donc aujourd'hui, on a un concurrent. Voilà, on a des nouveaux concurrents. C'est pour ça qu'il peut y avoir des investisseurs qui se désengagent un peu de l'or, donc qui sont vendeurs, donc le cours baisse, pendant qu'ils vont acheter des emprunts d'État. Les emprunts d'État, ça reste un produit spéculatif. Je vais jouer un peu le candide. On est en train de nous vendre quand même un krach boursier à la 2008. Donc en fait, qu'est-ce qui va se passer ? On voit les cours de la bourse chuter, que ce soit aux États-Unis, en France, sur toutes les plateformes européennes et internationales. Qu'est-ce que va faire l'or finalement ? En se disant que les produits spéculatifs, les produits boursiers, vont baisser. Alors, pour l'instant, on est sans doute un peu dans l'observation. D'abord parce que effectivement, alors il y a des oiseaux dits de mauvais augure ou pas de mauvais augure, mais en tout cas des gens qui commencent à dire l'automne va être, on va sans doute avoir vraiment une grosse pression sur les actifs boursiers. Les bourses vont baisser, c'est en train de se faire en ce moment. Le Bitcoin a pris une énorme claque. Donc il y a plein d'investissements et d'actifs qui étaient assez prisés des investisseurs, qui se retrouvent à la baisse. Mais pour l'instant, on ne sait pas où est allé l'argent. Parce qu'en général, quand un actif baisse, les vrais investisseurs rapides, professionnels, eux, vendent assez vite. Et donc, ils arrivent à récupérer de l'argent qu'ils vont placer ailleurs. Pour l'instant, moi, je n'ai pas vu où ils mettaient l'argent. Peut-être qu'ils le gardent, peut-être qu'ils attendent un peu. Que va faire l'or en cas de krach boursier ? Que va faire l'or en cas de grosses difficultés économiques ? Parce que plus que le krach boursier, ce qu'on peut craindre maintenant, c'est une récession. Tout simplement parce que l'arme anti-inflation va jouer son rôle. Pourquoi les banquiers centraux augmentent les taux d'intérêt ? C'est pour ralentir l'économie. C'est je rends l'argent plus cher, donc je rends l'argent plus cher pour les entreprises qui peuvent moins investir, et je rends l'argent plus cher pour les particuliers qui peuvent moins acheter, qui peuvent moins prendre de l'avance sur leurs achats. C'est un crédit immobilier, c'est comment j'arrive à acheter un bien alors que je n'ai pas l'argent. Donc je prends de l'avance sur ce que je pourrais acheter si j'attendais 20 ans pour ramasser, pour pouvoir acheter cash. Oui, parce qu'il faut dire que quand on achète une maison, finalement, la maison, elle appartient à la banque. Oui, alors on dit souvent ça, mais en fait, surtout, c'est on achète un bien alors qu'on n'a pas l'argent. Donc on prend de l'avance sur sa consommation. C'était le discours des crédits à la consommation très longtemps. Il y avait des boîtes spécialisées dans le crédit à la consommation qui disaient mais on n'est pas le diable, on permet de faire fonctionner l'économie puisqu'on permet aux gens de consommer par avance. Il faut dire ça à la Banque de France et les dossiers de surendettement qui se sont empilés avec les années. Exactement. C'était du lobbying de ces sociétés-là, je le confirme. Et donc là, ce qu'on risque d'avoir, c'est plutôt un phénomène de récession. Et quand on a une récession et que les entreprises ne peuvent plus investir, on a des défaillances d'entreprises. Je ne suis pas en train de faire le corbeau qui est en train de tomber sur l'économie, mais finalement, c'est ce qui risque d'arriver. C'est pour ça d'ailleurs que les banquiers centraux, ils ont un peu de mal avec l'augmentation des taux d'intérêt. Ils sont, eux, tiraillés aussi entre... Il faut que je maintienne, je ne veux pas d'inflation,
Alors ça, ils détestent ça. Mais d'un autre côté, si je freine trop l'économie, je vais avoir des défaillances d'entreprise. Donc, je vais avoir des problèmes économiques. Et là, normalement, je ne suis pas devin, je ne suis pas Madame Irma. Quand tout va mal, l'or va plutôt bien. Donc, c'est ce qui devrait se passer ou ce qui pourrait se passer. Le gouverneur de la Banque de France parle de récession pour l'année 2023. Il annonce 0,5%. La Banque mondiale a sorti une étude à la mi-septembre, même sujet. C'est-à-dire qu'il parle de récession mondiale pour 2023. Mais c'est-à-dire que la situation, elle est quasi incontrôlable ou incompréhensible, en tout cas pour le commun des mortels. Qu'est-ce qui se passe ? Alors, justement, c'est ça qui est étonnant. Alors d'abord, on paye sans aucun doute l'argent facile. Parce qu'on s'était habitué à ça, à de l'argent qui coûte rien. Le quoi qu'il en coûte, les différents chèques. Mais même avant, c'est-à-dire des taux d'intérêt négatifs, on s'y était habitué. De la même manière, le commun des mortels ne se rendait pas compte du truc. Mais en clair, emprunter pour acheter une maison à 0,70% sur 20 ans, c'était aussi inepte qu'aujourd'hui se retrouver avec une inflation galopante, alors que finalement, il ne s'est pas passé grand-chose, à part, oui, une guerre, oui, des problématiques de matières premières et de production de matières premières et d'acheminement des matières premières, mais la situation n'a pas globalement changé du tout au tout pour que tout soudain, tout explose. Donc effectivement, il y a sans doute une correction par rapport à cet argent facile. C'est-à-dire qu'il y a eu beaucoup d'argent, il y a eu beaucoup de liquidités, le cash était partout. C'est une correction. Moi, je pense que c'est une correction. Ça va pas être joyeux, on va un peu souffrir. La réalité, c'est que les États ont moins de marge de manœuvre, et notamment en France, parce que la dette française est très importante, à la différence de la dette des années 80. Dans les années 80 ou 70, après le choc pétrolier, en 1976, l'État français n'avait pas de dette. Le chômage de masse n'était pas encore là. Donc, c'était finalement assez facile. Il faut se souvenir qu'on avait quand même de l'inflation à 10-14%. C'est en ça que la situation en 2022 n'est pas la situation du début des années 80. On nous a dit une inflation durable, une inflation exponentielle. Vous inquiétez pas, ça va durer quelques années et puis après, tout va redevenir comme avant. Non, c'est pas du tout la même situation, justement pour cette raison de remboursement de la dette, de dette abyssale que connaît la France. Voilà, il y a moins de marge de manœuvre pour soutenir la consommation, par exemple, pour aider. Là, et puis en plus, visiblement, le gouvernement français, il va assez largement sur l'énergie. Clairement, on est en France très privilégié. Je crois que les gens ne se rendent pas bien compte, mais il y a des pays où les factures de gaz et d'électricité ont pour de vrai augmenté. En France, ou d'essence. Toute personne qui a voyagé un peu en Europe cet été s'est aperçue que le litre à 2 euros, il était un peu fréquent partout. Aujourd'hui, nous, on arrive avec un certain nombre d'aides, avec des obligations et un peu de pression sur nos amis de Total. On arrive à avoir de l'essence à 1,70, à 1,80 sans trop de problèmes. Donc oui, l'énergie va finir par coûter plus cher parce que le gouvernement pourra sans doute pas aider jusqu'au bout, sauf si finalement la guerre en Ukraine s'arrête, que les approvisionnements en pétrole recommencent et si en France on redémarre nos réacteurs nucléaires. Donc il y a plein d'aspects. Elisabeth Borne, la Première ministre, disait qu'au 1er janvier 2023, on serait sur une augmentation de 115% des prix de l'électricité et du gaz. Donc de nouveau un bouclier tarifaire moindre que celui qu'on connaît à l'heure actuelle. Là, si on fait de la projection, qu'est-ce qui va se passer avec une inflation durable ? Qu'est-ce qui va se passer pour l'or dans le cadre d'une inflation durable ? Le prix de l'or va se remettre à augmenter malgré la réhausse des taux ? Alors c'est ce qu'on peut imaginer, ouais. Mais je l'ai dit au début, c'est-à-dire qu'il y a tellement de sous-jacents avec l'or que si au bout d'un moment il va y avoir, je crois, une sorte de pic de retournement sur la politique de taux d'intérêt. C'est-à-dire que les taux d'intérêt ne pourront pas augmenter jusqu'à 7, 8, 10, 12%. Dans l'absolu, il faudrait. C'est-à-dire que si vraiment vous voulez juguler 8% d'inflation, il faut que vous mettiez les taux d'intérêt à 10. Et là, sur le coup, vous mettez un vrai coup de bambou sur la tête de l'inflation. Ça ne sera pas le cas, ça ne sera pas fait parce que ça veut dire que l'argent sera tellement cher que plus personne ne pourra emprunter, investir et les dettes de beaucoup de pays deviendront tellement énormes que ce ne sera pas possible. Donc on n'imagine pas
que ça montera jusque-là. Donc, normalement, la politique de taux d'intérêt va se retourner, ou en tout cas, ça va arrêter. Jérôme Powell ne viendra plus à la tribune dire tous les 3 mois ou tous les 6 mois, j'augmente de 0,25, 0,5, 1 point de base. Donc, l'inflation va prendre vraiment son rôle, et donc l'or, mécaniquement, devrait à nouveau augmenter. Mais, sauf si plein d'événements arrivent, on n'en sait rien. C'est-à-dire que moi, maintenant, j'ai un peu de mal, et je pense qu'il faut éviter de se mettre à faire des prévisions. On vient de vivre 3 années complètement délirantes. On vient de vivre 3 années où on a vu des choses qu'on n'avait jamais vues. Une économie mondiale qu'on force à l'arrêt du jour au lendemain, une pandémie jamais vue, une guerre aux portes de l'Europe. Donc sincèrement, faire des prévisions et se dire alors je sais que dans 2 mois, dans 3 mois, il va se passer ça, là sur le coup, c'est vraiment du Madame Irma. En revanche, on peut toujours se dire que diversifier son patrimoine et ses investissements, ça peut être une bonne solution, puisque on ne sait pas si la bourse va chuter, on ne sait pas si les emprunts vont pas augmenter, et donc l'immobilier va aussi s'écrouler parce qu'il y aura moins de trafic et de vente et d'achat, parce que ce sera plus difficile de trouver des acheteurs ou des vendeurs. Donc, il faut diversifier. Et donc, qui dit diversifier, trouver des actifs, quels qu'ils soient. Alors après, 5-10% de chaque actif, c'est vous qui décidez. 15, 20, j'en sais rien. Chacun va faire comme il veut. Mais en l'occurrence, ça, c'est sans doute ça ce qu'on peut aujourd'hui conseiller. Le monde évolue tellement vite. Les choses sont tellement bizarres que, sur le coup, ne pas mettre ses œufs dans le même panier, c'est sans doute le meilleur conseil qu'on peut donner aux gens. C'était des paroles prudentes mais sages. Merci beaucoup Benjamin. J'étais vraiment ravi de faire ce premier numéro avec toi et puis on se retrouve bientôt, j'espère. Oui, et longue vie à ce nouveau podcast de Verac. On te retrouve également dans Il est l'or, le podcast du groupe Au Coffre, disponible sur toutes les plateformes de streaming. Valeurs Refuge, c'est terminé pour aujourd'hui. J'espère que ce numéro vous a plu. N'hésitez pas à le partager sur vos réseaux sociaux, à créer le débat et on se retrouve très bientôt.